Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin en Orisère. Aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque j'ai décidé de faire des fiches pour les légumes. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre aussi un like si vraiment vous appréciez. Donc aujourd'hui ça va être la tomate. Donc le nom scientifique de la tomate c'est Solanum lycopersicum, de la famille des Solanacées, comme bien d'autres légumes. Je pense notamment à la pomme de terre, à l'aubergine, le poivron. Donc le nom commun c'est la tomate, qui sert aussi bien d'ailleurs pour le fruit que pour la plante. La tomate a beaucoup de synonymes. Le plus commun c'est Lycopersicum esculentum, celui qui est encore beaucoup utilisé même s'il n'est plus valable. L'origine de la tomate, son origine est un peu incertaine. Bon, elle serait originaire d'Amérique du Sud, entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, puisqu'apparemment on trouverait encore des tomates sauvages là-bas. Seulement les conquistadors espagnols l'ont découverte au Mexique, où elle était déjà bien cultivée. Donc le doute subsiste encore. Donc est-ce que c'est son aire de répartition naturelle qui s'est réduite, ou est-ce qu'elle est ou est-ce que c'était déjà le début de la migration de la tomate due à l'homme? Est-ce que les gens n'ont pas déjà déplacé à l'époque pour pouvoir la cultiver en dehors de son aire de répartition naturelle? On ne sait pas. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la tomate est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle va rester plusieurs années sur place. Même si dans nos régions tempérées, on va plutôt la cultiver comme une annuelle. Le port de... Je pensais être tranquille au niveau voiture ici. Bon, tant pis. Le port de la tomate est dressé, puis retombant. C'est une plante qu'on pourrait qualifier de grimpante, puisqu'elle peut facilement monter si elle trouve des supports, autrement elle va plutôt être rampante. Certaines variétés, comme les tomates cerises par exemple, ont un port plutôt buissonnant, voire même très buissonnant. Donc pour la culture, la dominance est assez importante, puisque ça va permettre de savoir comment va vraiment pousser la tomate. Donc sa dominance est une dominance apicale, donc elle va former une tige qui va monter en haut. Et avec le temps, quand le pied va avoir une certaine hauteur, la dominance apicale va s'affaiblir et des bourgeons latéraux vont apparaître. Au niveau inhibition foliaire, il n'y en a pas. Ni la présence des feuilles, ni leur suppression ne va agir sur le développement des bourgeons. Donc, contrairement à d'autres plantes, il n'y a vraiment aucune incidence. Au niveau des racines, elle va développer une racine pivot. Donc si on peut la garder, c'est mieux, puisqu'elle va pouvoir bien s'enraciner. Et une fois que la tomate pivot sera bien développée, elle va développer un chignon racinaire sur la surface du sol, et peut-être même d'autres complètement en dessous, pour pouvoir bien aller chercher les nutriments et l'eau en profondeur. Les feuilles sont découpées avec un nombre impair de folioles, dont l'un est terminal. On parle de feuilles imparipennées. Et chaque foliole est lui-même découpé, ce qui donne quand même une feuille assez aérienne. Le feuillage est alterne, c'est-à-dire que les feuilles ne poussent pas au même niveau sur la tige, mais un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire là? Donc, oui, la tomate est originaire de pays tropicaux avec un climat tropical. Elle est donc gélive. C'est ce qui fait d'ailleurs
qu'on ne peut la cultiver qu'en annuel chez nous, ou alors il faudrait avoir une serre chauffée pour les hivers. C'est le fruit le plus cultivé dans le monde, hein. Il est cultivé sur presque tous les continents. Le seul endroit où elle n'est pas cultivée, ben, c'est là où il gèle en permanence, puisqu'elle ne pourrait pas se développer. Comme vous le savez, il existe de nombreuses variétés, hein, que ce soit au niveau de la forme, de la taille, des couleurs. Hein. Vous avez des petites tomates rondes, des petites tomates cerises, vous avez des grosses tomates rondes, vous avez des tomates qui sont côtelées, des tomates qui sont allongées. Au niveau des couleurs, vous avez des rouges, des noirs, des jaunes, des oranges, c'est pareil. Il y a vraiment le choix, hein. Le jardinier a largement le choix des variétés qu'il veut cultiver. Maintenant, on va parler de la culture. Donc le semis s'effectue généralement au mois de mars. On peut le faire en pot, en godet, en terrine, en plaque même, puisque maintenant il y a les plaques. Donc chez nous, en France, généralement, on va le faire en intérieur, puisque les températures ne sont pas encore assez chaudes pour que les graines puissent se développer. Néanmoins, la graine semble ne pas trop être sensible au froid, puisque j'ai des pieds de tomates qui ont poussé un peu de partout, tout seul, sans que j'ai besoin de les semer. Donc je pense que le contenant approprié, le plus approprié, c'est le godet, prendre des godets assez hauts pour que la racine pivot puisse bien commencer à se former. Donc c'est vrai que l'un des inconvénients du godet, c'est qu'il prend de la place, hein. Si vous semez en terrine, pour 10 plants, vous aurez besoin de beaucoup moins de place que si vous faut 10 godets. Néanmoins, ça vous fait un repiquage en moins. Hormis si vous voulez les tenir longtemps en pot, auquel cas il faudra quand même à un moment donné les repiquer dans des pots beaucoup plus gros. Les plaques, c'est un peu comme des mini-pots, enfin, vous faites des mini-mottes. Les terrines, après il faut réussir à les séparer, avec le risque d'abîmer les racines. Au niveau du substrat, un bon terreau peut faire l'affaire, hein. Vous pouvez choisir aussi du compost, faire des mélanges. Mais un bon terreau de semis fait parfaitement l'affaire. Au niveau de la technique, un peu comme pour tous les semis, hein, vous remplissez bien votre contenant avec le substrat, vous tassez légèrement, vous mettez une graine par pot, deux si vous craignez qu'il y ait un problème au niveau de la germination. Si les deux germent, vous gardez le plus joli, vous essayez de repiquer le plus faible. Vous recouvrez d'une très fine couche de terreau et vous arrosez. Donc si on fait en intérieur, c'est parce que les graines pour germer ont besoin de chaleur. Le substrat notamment doit être à la bonne température. Il leur faudra de la lumière, sinon les plants vont s'étioler, ils vont monter en hauteur, faire une petite tige toute fine avec deux petites feuilles au bout, ce qui les fragilise. Et le substrat ne devra jamais s'assécher, mais il ne devra jamais être détrempé aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir le garder constamment humide, donc le surveiller tous les jours. Ensuite, quand le printemps va arriver, quand les premiers beaux jours vont arriver, quand la température sera suffisamment haute, et si vous en avez la possibilité, sortir vos plantules dehors la journée pour qu'ils puissent commencer à s'habituer, pour qu'ils puissent se renforcer de façon à être moins sensibles lorsque on va les mettre en pleine terre. Il ne faudra pas les oublier dehors aussi pour le soir, puisque la nuit les températures risquent d'être encore trop fraîches. Et à ce niveau-là, vous allez perdre tous vos semis. Maintenant, si vous les faites en pleine serre, vous n'aurez pas cet inconvénient, hein. D'ailleurs, s'il fait beau, il va falloir ouvrir légèrement la serre
pour éviter une trop forte température qui sera aussi préjudiciable au plant. Donc là on va arriver à la plantation. La plantation généralement se fait au mois de mai. Alors selon les régions, elle ne se fera pas au même moment, puisque si vous êtes dans le sud, les dernières gelées interviendront bien avant le moment où elles se font encore dans le nord ou dans d'autres régions. Donc là, ça sera vraiment à connaître l'époque où les dernières gelées arrivent. Donc pour ça, je ne donnerai pas de date, hein, c'est vraiment en fonction des régions. Donc comme je l'ai dit, la tomate a besoin de soleil, donc vous allez choisir un emplacement plein soleil, ou alors éventuellement mi-ombre, si vous êtes vraiment dans des régions très chaudes, de façon à protéger les tomates les après-midi, donc il faudra qu'elles aient le soleil le matin. Il leur faudra de la lumière, donc pas les mettre au noir non plus, donc c'est vraiment un peu d'ombre, hein, pas trop. Parce que j'en suis. Donc oui, la mi-ombre. Parce que même si elles aiment la chaleur, les tomates craignent quand même un excès de chaleur. Hein. Comme beaucoup de plantes, elles ont leur amplitude thermique. Et sitôt qu'on se rapproche des extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les pieds ne vont pas vraiment le supporter. Plus la température va être haute et moins la tomate va fructifier, avec souvent d'ailleurs une perte des fleurs avant même l'apparition des fruits. En ce qui concerne la tomate, à partir de 30 degrés, elle commence déjà sérieusement à souffrir. Et à partir de 35, il n'y a quasiment plus de production. Donc une fois l'emplacement choisi, il va falloir que le sol soit bien meuble. Hein, la tomate n'aime pas les sols trop compacts. Vous allez commencer par faire un trou là où vous voulez mettre votre pied de tomate. Il faudra qu'il soit suffisamment gros pour pouvoir installer la motte. Au fond du trou, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de fumier bien décomposé, du terreau, un peu d'engrais. Vous allez installer un tuteur, sinon la tomate va courir au sol. Donc après là c'est pareil, hein, les tuteurs vous avez le choix, un piquet en bois, un piquet en fer, des supports spécifiques pour tomates. Vous avez vraiment le choix. Vous allez positionner votre plant dans le trou et reboucher le trou en tassant légèrement, pas trop fort non plus pour pas abîmer les racines. Donc pour la position de la motte dans le trou, il n'y a pas de règle, chacun fait un peu comme il veut, comme il le sent, puisque la tomate va mettre facilement des racines sur sa tige. On peut l'enfoncer plus que le collet. On peut carrément coucher, comme on fait pour certaines plantes grimpantes, de façon à ce qu'elles émettent plus de racines et donc qu'elles se fortifient plus rapidement. C'est l'avantage de certaines plantes qui mettent facilement des racines, c'est qu'il n'y a pas besoin de respecter le collet. Le collet va se reformer naturellement. Donc si vous êtes en serre ou si vous avez une structure au jardin, vous n'êtes pas obligé de planter des piquets, hein. Vous pouvez très bien vous servir de la structure que vous aurez montée pour faire pendre des ficelles. Vous allez attacher la ficelle tout en haut, la laisser pendre, l'attacher à la base de la tomate et après vous allez enrouler la tomate au fur et à mesure de sa croissance autour de la ficelle. Donc c'est pratique si vous avez une serre, hein, vous attachez toutes vos ficelles sur la structure de la serre, vous laissez pendre et vos tomates vont pousser comme ça. C'est pareil, j'ai vu sur certaines chaînes, notamment celle du potager d'Olivier, où lui il a fait des structures, c'est pareil, sur ces structures où il met des canisses justement pour pouvoir abriter ses cultures, vu qu'il est en plein dans le sud, il a besoin d'abriter certaines cultures, et sur ces structures vous pouvez très bien attacher des ficelles pour attacher vos tomates dessus. La dernière solution, c'est simplement de les laisser courir au sol, hein, comme font
Les professionnels en plein champ, ils ne peuvent pas avoir des milliers ou des millions de piquets en plein milieu du champ, d'autant qu'après ils ramassent avec des machines, donc les tomates courent. Après vous, dans le jardin, vous allez pouvoir mettre du carton, du plastique, un paillage pour éviter que les tomates soient en contact direct avec le sol. Donc ensuite, on va arriver à l'entretien. Pour que vos tomates poussent bien, il va falloir les entretenir, c'est-à-dire les arroser s'il y a besoin, puisque la tomate aime l'eau mais elle n'aime pas l'humidité, donc il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait aucune humidité au pied de la tomate. Même si vous mettez un paillis, il faudra quand même que le paillis soit pas trop proche du pied. L'arrosage devra être adapté à sa croissance. C'est pas j'arrose deux fois par semaine, 3 fois par semaine, ça va dépendre du temps, est-ce qu'il y aura beaucoup de soleil ou pas, ça va dépendre de la température, plus il fait chaud, plus il va falloir arroser. S'il pleut, ça va supprimer des arrosages. S'il y a du vent, le vent étant asséchant, il faudra peut-être arroser un peu plus. Donc là, il faudra vraiment adapter en fonction de la situation de chacun. Pour la taille, bon, la taille n'est pas nécessaire, si vous ne taillez pas vos tomates, vous aurez quand même des tomates. Faut pas... Elles risquent d'être un peu plus petites selon ce que disent certains, mais bon, il n'y a aucune obligation de tailler ces tomates. La taille d'ailleurs, elle est très facile, puisqu'il suffit de supprimer les gourmands au fur et à mesure qu'ils apparaissent. N'attendez tout de même pas quand même d'avoir des trop grosses tiges, puisque vous allez blesser le pied et favoriser l'entrée des maladies. Si vous prenez vraiment très très tôt, dès que le bourgeon commence à poindre, un petit coup d'ongle est terminé, on n'en parle plus. Vous pouvez très bien aussi dire, je vais tailler mes pieds de tomates, mais je vais me garder 2 ou 3 tiges, plutôt que d'en garder qu'une. Là, c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous voulez comme récolte. Alors, comme je disais, les feuilles n'ont aucune incidence sur le développement des bourgeons. Elles n'ont pas plus d'influence sur le mûrissement des fruits. Enlever les feuilles n'accélérera pas le mûrissement des fruits. L'effeuillage va se faire surtout pour le bas des pieds de tomates, histoire d'éviter qu'il y ait des feuilles qui traînent au sol et qui risquent d'attraper le mildiou, histoire d'éviter qu'il y ait trop d'humidité au pied des tomates. Sinon, ça ne sert à rien. La tomate a besoin d'un sol riche, c'est une plante qui est gourmande. Donc généralement à l'automne, on va épandre du fumier là où on va vouloir faire ses tomates. Et ensuite, il faudra peut-être rajouter de l'engrais. Alors après, l'engrais, c'est comme vous voulez, engrais organique, engrais chimique, naturel ou pas, bio. Ça, c'est à chacun de voir en fonction de comment il voit son jardin. Alors l'engrais, comme le fumier, à utiliser avec parcimonie. Un excès d'engrais est tout aussi néfaste qu'un manque d'engrais. C'est pas plus je vais mettre d'engrais, plus la tomate va pousser, non. C'est tout simplement qu'avec les engrais, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la loi du minimum va s'appliquer. C'est pas parce que vous aurez énormément d'azote que la plante va pousser plus si elle manque de fer ou de magnésium ou d'un autre élément. Donc respectez bien les doses d'engrais, ça évitera en plus de la pollution. Et c'est valable, peu importe ce que vous allez mettre. C'est valable aussi bien pour le fumier que pour des engrais minéraux, des engrais chimiques ou autres. Si vous mettez 1 mètre de fumier, croyez-moi que le sol dessous il va être complètement imbibé et l'excès va partir avec la pluie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans certaines régions où les cours d'eau sont complètement pollués alors qu'ils utilisent quasiment que du lisier. Alors comme toutes les plantes, la tomate est susceptible d'être malade. En ce qui concerne le jardinier, ce sont essentiellement 2 maladies qui vont jouer sur la tomate, le mildiou et puis
la nécrose apicale de la tomate. Donc en ce qui concerne le mildiou, le mieux c'est la prévention, donc éviter de trop serrer les tomates, éviter bien les aérer aussi. Hein, si le vent peut passer, ça évitera qu'il y ait trop d'humidité qui stagne, donc le mildiou qui est un champignon ne pourra pas se développer. Éviter de mouiller les feuilles. Si c'est déjà trop tard, il faut supprimer tout ce qui atteint. Une feuille qui atteint, vous la supprimez. Si c'est une tige, vous la supprimez. Si c'est un fruit, vous le supprimez. Il faut réduire le risque de contamination entre les plants. Et puis, éventuellement, utiliser un traitement antifongique, puisque le mildiou est un champignon, il répondra à un traitement antifongique. Alors, il y en a différents, hein. À vous de voir celui que vous préférez, c'est comme pour les engrais, chacun en fonction de sa philosophie. La nécrose apicale de la tomate, qu'on appelle aussi la maladie du cul noir, va toucher le fruit plutôt que la plante. Donc, le responsable de cette maladie, c'est une carence en calcium. C'est pas parce que vos tomates vont choper cette maladie que vous n'aurez pas assez de calcium dans le sol. C'est une des causes, mais la cause de cette carence peut être multiple. Hein, c'est peut-être simplement parce que la tomate n'arrive pas à pomper le calcium du sol. Hein. Donc, c'est peut-être simple, c'est peut-être oui, j'en suis où moi? Oui, donc la plante, la plante de tomate n'arrive pas à absorber le calcium. C'est peut-être à cause de un ou plusieurs facteurs. Hein. Ça peut venir de l'arrosage. Un arrosage inadapté va créer cette maladie chez la tomate. Puisque si l'arrosage est trop copieux, il va étouffer les racines. Si les racines sont en train de pourrir, elles ne pourront pas absorber le calcium. En sens inverse, s'il n'y a pas assez d'eau, le calcium ne sera pas solubilisé dans le sol, donc il ne sera pas absorbable par la plante. Si le sol est trop froid, la plante ne pourra pas l'absorber. Si le sol n'est pas assez meuble, comme je le disais en début de vidéo, la plante ne pourra pas absorber le calcium. Et enfin, les racines peuvent être attaquées par différentes maladies, par des vers, par des champignons, des insectes. Ce qui peut être aussi le résultat d'un sol qui a été mal préparé, ou pas assez préparé, ou même pas préparé du tout, pour ceux qui veulent cultiver sans bêcher. Et là, pour résoudre le problème, il faut trouver le ou les facteurs qui déclenchent la maladie. Ce qui risque de ne pas être évident. Après, bon, pour l'arrosage, vous savez très bien si vous arrosez beaucoup ou pas. Le sol, vous savez si vous l'avez bien préparé ou pas. Maintenant, si vous avez des vers qui sont venus entre temps, ça va être plus compliqué à déterminer. Néanmoins, rajouter du calcium dans le sol n'est presque pas toujours la bonne solution. Donc voilà, j'ai fini. Si ce format vous plaît, je peux en faire d'autres. Et à la prochaine!